Voilà. Donc, c'est juste un échange tout simple dans le monde du cinéma parce que ils t'ont briefé un peu ce que c'est Dreamago, tu vois ce que c'est ce festival? J'ai entendu avant et puis j'ai vu vite fait. Donc c'est un festival de films un peu. Oui. Et c'est sur Crans-Montana. Non, c'est ici à C'est Sierre. ici à Sierre. Et puis le côté un peu off que vous connaissez pas, c'est que c'est un concours de scénaristes. Et puis les scénaristes, ils Ah, sont au c'est ce Château que j'ai Mercier, entendu, ouais. là. Ouais. Et puis on bosse avec vraiment des pointures du cinéma, c'est génial. Mhm. Enfin, pour nous les scénaristes. Et vous, le public, vous connaissez plutôt le soir où on va présenter des films, où les scénaristes ou les réalisateurs présentent des films. Puis c'est ici à Sierre pendant toute la semaine, ça vaut vraiment le coup. Ok. Moi j'ai été sélectionné 2 fois, puis c'est pour ça en fait que je fais ce travail, parce que je trouve qu'ils font c'est brillant. Tu les soutiens, ouais. À fond, Nice. à fond, à fond. Et là il y a déjà quelques films qui sont agendés, et puis c'est pour ça que je fais ces petites interviews, parce que ça peut faire des petites capsules qui lancent les films, tu vois, sur ces sujets-là. Mais sur le cinéma, de manière générale, toi le cinéma c'est quelque chose que tu aimes, que tu suis? Le film en général. Le film en général, je dirais que c'est quelque chose qui me captive beaucoup. Je suis très vite à l'intérieur, genre mis en situation, etc. Mais c'est pas quelque chose que je consomme régulièrement. Et la salle noire, le cinéma lui-même, tu y vas des fois? J'y vais, oui. Mais à nouveau, c'est rien de régulier. Je pense qu'il y a facilement 3 années qui peuvent se passer sans que j'aille voir un film. Est-ce qu'il y a quelque chose de magique quand tu vas au cinéma? Je dirais, ouais, si je vais dans une salle, c'est à chaque fois magique dans le sens où c'est toujours une petite excitation de rentrer dans la salle, l'ambiance, les gens, l'attente que le film y commence. Donc oui, quelque chose de spécial. Est-ce que tu as des films, tu pourrais dire, qui ont changé ta vie? Est-ce que tu as l'impression que le cinéma peut changer la vie? Je pense très certainement, oui. Je pense à un film en particulier, c'était Into the Wild, qui, comment dire, il m'a fait redescendre sur terre parce que c'était une période où j'avais qu'une envie, c'était un peu de tout lâcher et de partir voyager, vivre mon truc un peu dans la nature. C'était vraiment ce que j'avais envie, c'est vraiment ce qui me plaisait. Et ouais, ça m'a permis de retomber un peu sur la dure réalité que certes c'est sympa cette optique-là, mais il faut pas oublier sa famille, ses proches, et puis c'est quand même un point important dans son entourage. D'accord. Est-ce que tu as des passions? Oui, plusieurs. Je fais du water polo comme sport, et puis sinon comme passion, je dirais surtout le trek, la nature, le outdoor, et également la moto. Et jusqu'où tu irais pour ces passions? Qu'est-ce que tu serais prêt à quitter? Par passion, qu'est-ce que tu serais prêt à quitter? Tout? Peu? Je dirais que par passion, je serais prêt à quitter presque tout. Dans le sens où si je me trouve un emploi qui est en ville et que je passe 80% de mon temps dans une zone urbanisée, je serais prêt à quitter cet emploi-là pour retrouver la campagne, le trek, le voyage comme moi je le conçois. Il y a un film qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Maria Rêve, des films que j'ai pas vus. Mhm. C'est juste l'histoire de Maria qui est une femme de ménage, qui a de la peine à joindre les deux bouts, enfin difficile, en plus elle gagne pas beaucoup. Mhm. Tout à coup elle trouve un job dans une école d'art, bon elle fait son job, et puis elle est là entourée d'artistes. D'artistes un peu, à la fois artiste maudit mais artiste bohème, qui n'a rien à foutre du fric alors qu'elle, tu vois, elle a besoin de gagner son argent, et puis eux ils vivent dans leur petit nuage Petit idéaliste. luxe. Ouais, ok. D'accord. Tu vois un petit peu le concept où ça nous mène. Ok, ouais. Elle doit gagner sa vie. Et eux pensent qu'il y a moyen de vivre seulement de passion, d'idéal sans argent. Mhm. Toi, tu serais de quel côté? Très honnêtement, je pense que je suis du côté des artistes qui vivent un peu la vie de bohème. Parce que je suis né dans un contexte où j'ai absolument tout qui est à ma disposition pour faire bien, et j'ai jamais encore été réellement dans le besoin jusqu'à maintenant dans ma vie. Et si tu veux être dans le besoin, tu te mettrais dans le besoin pour ton art? Pour quelque chose? Oui, mais c'est grâce notamment à cette formation ici, la Team Academy, parce que je me rends compte que c'est dans ce genre de contexte que personnellement je m'épanouis le plus. C'est quand je suis dans un contexte difficile pour moi, où j'ai pas grand chose et que je dois faire avec pas grand chose, dans des situations aussi d'urgence, de stress, que
personnellement je m'épanouis et j'apprécie vivre. D'accord. Je pensais à une phrase de Brassens qui disait mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Même Ça sonne bien. cette idée de tout donner. Ah ouais, il y a un film, on n'en a pas parlé avant, donc on va parler de celui-là. Ça s'appelle 16 ans, c'est deux adolescents qui se rencontrent le jour de la rentrée des classes, sauf qu'ils ne font pas du tout partie des mêmes mondes et des mêmes familles. En fait, si tu veux, c'est un Roméo et Juliette moderne, Mhm. et leur famille va tenter de les séparer pour pas que... Donc on est en train de parler de... Ouais, qu'aujourd'hui, des choses peuvent séparer encore les gens, Mhm. des points de vue... Enfin, qu'est-ce qui peut séparer les gens? Qu'est-ce qui peut séparer deux adolescents de 16 ans aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on peut les séparer? Je suis pas sûr de bien comprendre la question. Genre, qu'est-ce qui peut les séparer venant de l'environnement externe Ouais, ou exactement. qu'est-ce que entre les deux ça Non peut mais les séparer. avant c'était les Capulettes, et les Montaigu dans Roméo et Juliette, ou ici en Valais. Tu viens d'où? Moi je viens de Montreux aussi, pas loin. Montreux aussi. Mm. Ici en Valais, il y avait beaucoup des partis politiques où quelqu'un de gauche ne mariait pas quelqu'un de droite, tu vois ce que je veux Ok, dire? ouais. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore ça, il y a encore des clivages où les familles disent va pas avec lui, c'est pas une bonne famille? Je pense que c'est possible dans certaines familles, mais que c'est de moins en moins le cas. D'une part parce qu'on a accès à ces types de personnes, les personnes se mélangent beaucoup plus facilement, que ce soit genre en physique, dans les événements, il y a des chances que ça se mélange plus, mais aussi genre en ligne. En ligne, on peut découvrir l'environnement des autres beaucoup plus facilement qu'à l'époque. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que les parents ont un rôle à jouer dans l'éducation de leurs enfants à l'adolescence? Très certainement, oui. Lequel? Ou lesquels? Ah, j'aimerais bien le dire, mais ah oui. Je vais citer aussi du coup Jordan Peterson qui dit dans une de ses règles les 12 règles pour une vie, ne laisse pas faire tes enfants ce qui t'empêcherait de les apprécier. Donc je dirais ça. S'il y a un comportement qu'un adolescent a ou est en train de développer et que le parent n'apprécie pas, bah il doit empêcher ou du moins le communiquer à l'enfant, à l'adolescent, et puis faire en sorte que ça change ou en tout cas qu'il soit conscient de ça, parce que si l'enfant continue à avoir ce comportement et à adopter ce comportement, alors bah, le parent va moins l'apprécier, moins l'aimer, sauf que un parent, un enfant, il y a de l'amour. Il doit y avoir de Mais l'amour. donc, tu penses que dans cette histoire de 16 ans, les parents ils ont raison de dire à leur enfant ah il faut pas que tu ailles avec ce copain-là? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Je pense pas. Je pense pas que les parents peuvent donner l'ultimatum. Mais à mon avis, leur rôle c'est de transmettre en tout cas les craintes que les parents ils ont, parce que du coup s'ils disent ça, c'est qu'ils ont des craintes au niveau de cette relation. Et faire leur possible pour que l'enfant puisse réaliser les craintes qu'ils ont, et du coup que l'enfant soit comprenne et du coup arrête la relation, ou alors qu'il rassure les parents en leur expliquant quelle est en fait la nature de la relation. Et qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette relation et pourquoi ils souhaitent la garder. Oui, parce qu'après il y a pas mal d'exemples qui sont simplement ce que les parents appelleraient des mauvaises influences, ce Ouais. genre de truc qui fait très peur aux parents. Ouais. Et puis savoir est-ce que les parents ont raison d'intervenir ou pas. J'ai pas d'avis. Hein. Toutes les questions que je vous pose, j'ai aucun avis. Ok. Enfin, j'ai des idées, mais ça m'intéresse de creuser en ce sens-là. Est-ce que tu penses qu'en Suisse, au XXIe siècle, on est libre d'être qui on veut? Il y a encore des pressions sociales, culturelles? Bien sûr. Au XXIe siècle, bien sûr qu'il y a des pressions sociales, culturelles, et au-delà de ça, il y a une pression en fait au niveau de l'être. Enfin, je veux dire, si on veut vivre, on est obligé de se contraindre à plusieurs choses. Donc on peut pas être qui on veut. Rien que d'un point de vue biologique, je dirais, la majorité des êtres humains ont besoin de contact social. C'est quand même genre une caractéristique qui nous différencie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que soit on trouve un environnement qui convient à nos préférences ou à qui on veut être, mais d'un autre côté, ça ne sera pas le cas à 100% et il faudra aussi s'adapter du coup à son environnement.
pas sûr d'avoir été très clair à ce sujet-là. Si, mais de manière plus claire, qu'est-ce qui peut être contraignant ou quelles sont un peu les difficultés au jour d'aujourd'hui en Suisse ou à Sierre en disant non, je sais pas, on peut pas être trans ou on peut pas, je sais pas, qu'est-ce qui est difficile au jour d'aujourd'hui pour la jeunesse d'un point de vue identitaire. Hein. C'est difficile d'être immigré ou c'est difficile d'être pauvre ou j'en sais rien. Pour moi, c'est très personnel. Chacun a ses propres difficultés. Là où un immigré aura de la difficulté parce qu'il se sentira toujours mis à l'écart ou d'une origine différente, bah, une personne issue d'une famille suisse aisée, bah, il sera en difficulté parce que il aura la pression de réussir dans sa vie, de faire fortune pour faire fructifier l'argent familial, etc. Donc je pense à tous les niveaux, il y a des difficultés, à tous les niveaux, il y a des obligations. Ouais, je comprends. Ouais. Avec les difficultés. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas possible d'être qui on veut aujourd'hui. On devra, de toute façon, à un moment donné, pas se restreindre, mais faire en sorte d'être... Après, c'est ma vision, mais à un moment donné, on sera obligé de faire en sorte que les gens nous apprécient, l'entourage nous apprécie. Parce que comme je l'ai dit avant, j'ai l'impression qu'on est des êtres sociaux. Et il y a deux options, soit on trouve des gens qui nous apprécient, ou alors on fait en sorte que les gens qui nous entourent déjà nous apprécient. Oui. Mais si le but, c'est d'être qui tu veux être, je pense que tu trouveras plus facilement des gens qui t'apprécient que si le but, c'est d'être apprécié. C'est très juste. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Bah, ça revient au choix de justement, soit tu trouves un environnement qui t'apprécie et qui te convient, ou alors tu t'adaptes dans celui où tu as envie de rester. De toute façon, être aimé de tout le monde, on ne pourra pas. Jamais. Tu vois. Et puis tu as plein d'injustices. Et puis si tu vas sur la place publique comme ça, ah c'est pas vrai, je suis un gars super. Tu vois. Exact. Et après, médiatiquement, dès que tu fais un truc, moi quand j'ai un film qui sort, et puis je lis les médias, des fois je me dis, ouf. Et t'es sèche la critique là, tu vois. Ouais. Tu fais quoi? Bah tu la prends, tu vas pas prendre la plume, puis te battre. Bah non, les gens ils ont le droit d'avoir la vie qu'ils veulent sur toi. On plaît pas à tout le monde, mais par contre, c'est vrai qu'après on décide avec qui on veut être. Donc ton milieu, ouais, effectivement le milieu, ouais, je vois bien. Quel métier du cinéma tu aimerais faire? Tu peux en choisir un. Le meilleur. Ah non, c'est pas le meilleur du tout en fait. J'allais dire acteur, parce que j'aime beaucoup jouer, mais par contre, j'aime pas la notoriété ou la célébrité. Donc j'aimerais être un acteur, mais pas connu. Facile, tu ferais mieux d'être scénariste, on n'est pas connu. Je te jure. C'est le métier où on est le moins connu. D'accord. Est-ce que tu connais un peu les métiers du cinéma? Bah là, ce que je dirais, c'est scénariste, parce que tu viens de le citer, acteur, stuntman, parce que j'en ai rencontré un, monteur vidéo, caméraman, prise de sang, tout ce qui est maquillage aussi. Alors justement, il y a un film, c'est le seul documentaire qu'il y a pour l'instant, en tout cas dans Dream Mago, c'est sur une décoratrice du cinéma. Tu vois quel est le métier de décorateur au cinéma? C'est lui qui fait les décors, le fond? Ok, oui, je suppose. Et bizarrement, ça peut être des fois le budget de la moitié d'un film. Ok. Tu dois recomposer une ville, ou en image de synthèse, tu vois tout ce qui se fait en décor de synthèse maintenant. Enfin, c'est souvent c'est gigantesque. Hein. T'as souvent un budget qui est plus haut pour faire le décor de ton propre film que pour construire ta maison. Ok. Bah ouais, parce que tu vas construire une ville entière qui a l'air vraie, tu vois. Ouais. Puis derrière c'est tout faux, puis on va démonter. Un jour. C'est un investissement qui paraît assez paradoxal ou illogique. Donc, un film, pour goûter, dans les grands films français par exemple, c'est 200 millions plus aux États-Unis. Financièrement, ça te fait quoi de penser qu'un film peut être aussi cher? C'est dur à dire parce que, alors d'un point de vue personnel, je dirais que ça m'attriste parce que justement, je suis pas un très grand consommateur de films et je me dis que cet argent peut être terriblement bien investi autre part. Mais d'un autre côté, bah, si cet investissement d'argent va là-dedans et qu'il y a les retombées économiques qui suivent, bah, dans ce sens-là, ça a du sens. Et que ces 200 millions-là, ils vont pas aller dans la poche du réalisateur, je te promets. Ils vont
faire vivre 2000, 3000 personnes. C'est vrai. 3000 familles qui font finalement un job de décorateur. Le job de décorateur, c'est la même chose que si elle était décoratrice d'intérieur, tu vois ce que je veux dire? Mais dans ce cas-là, il serait intéressant que les décorations des films ne soient pas détruites par après et qu'ils soient installées par exemple dans des environnements qui pourront perdurer où des personnes vont continuer à vivre dans ce décor de film. Oui, ou l'impact carbone des productions, tu vois. Tout Exact. simplement, souvent, c'est terrible ce qu'un film peut polluer Mhm. pour du simple loisir. Et le problème aujourd'hui, c'est que le nombre de films augmente et augmente. Et malheureusement, les films qui sortent, ils sont genre hype durant une année ou quelques mois et après on n'en reparlera plus jamais. Donc à ce niveau-là, c'est un grand gaspillage aussi, je suppose. Mais c'est quand même une économie parce qu'ils sont quand même vus, ils sont Ouais. vus par plus de gens. Donc c'est une économie gigantesque. Un qui rentre pas dans l'économie, c'est le court-métrage. Tu vois un peu des courts-métrages? Ouais, sur YouTube beaucoup. J'apprécie en fait, c'est des formats courts. Souvent c'est super original, plus que ce que je peux voir dans un film un peu blockbuster au cinéma, Grand Rex ou comme ça. Du coup oui, je regarde et j'apprécie. Ah, je pense que c'est super original parce que c'est des gens qui ont souvent pas les moyens de faire un long métrage. Ouais. Ou avant de faire le long, ils font le court parce qu'ils n'ont pas. Enfin, voilà, et puis ça, on développe des idées beaucoup plus originales. Bon, bah, cool. Il y aura une nuit du court métrage qui est, je pense, assez. Ils veulent vraiment l'orienter assez jeune dans la sélection. Ça t'intéresse une nuit du court métrage? Ah, à fond, j'adore ça. Du 7 au 11 juin, tu fais quoi? Pardon? Du 7 au 11 juin, tu fais quoi? 7 ou 11 juin, je suis en examen. Donc je serai disponible pour les petits courts-métrages. Ah, cool. Alors écoute, donc toute la semaine, tu as des films, hein, du 7 au 11 juin, tous les films dont on a parlé, ceux dont on a parlé, ceux dont on n'a pas parlé, Mhm. des films qui sont en avant-première, souvent toujours en présence du réalisateur. Ça, c'est le côté on du festival que vous pouvez voir, pas le off du scénario dont je t'ai parlé. Ok. C'est du 7 au 11 juin. Toi, tu viendras? C'est ici à Sierre? Mhm. Alors il y a de fortes chances, oui. C'est au cinéma de Sierre, tu vois où c'est? Oui. D'accord. Tu me lances l'année avec cette année plus mes pellicules, c'est du 7 au 11 juin, moi j'y serai? Je peux garder la feuille ou Non. pas? Non. Alors cette année, plus mes pilules. Attends, cette année, plus mes pellicules, c'est du 7 au 11 juin. Moi, j'y serai. Alors bouge pas, tu dis à la caméra. Cette année, plus mes pellicules, c'est du 7 au 11 juin et moi, j'y serai. C'est parfait, je te remercie.